Elle est aussi petite que l'épaisseur d'une feuille de papier, mais suffisamment affûtée pour couper des centaines de poils en quelques secondes. Une lame de rasoir semble simple, mais derrière chacune, il y a de la science des matériaux, de l'ingénierie de précision et une technologie qui frôle le chirurgical. Vous êtes-vous déjà demandé comment se fabrique quelque chose d'aussi délicat et puissant à la fois? Pourquoi ces minuscules lames peuvent-elles durer tant de rasages sans perdre leur tranchant? Et comment fait-on pour qu'elles ne coupent pas la peau, mais seulement la barbe la plus dense? De l'âge de pierre aux usines automatisées qui fonctionnent à des températures extrêmes, l'évolution de cet outil a plus d'histoire que vous n'imaginez. Aujourd'hui, vous allez découvrir le processus industriel qui transforme une feuille d'acier en l'un des outils les plus tranchants de la planète. Le besoin de se raser n'est pas né avec la modernité. Il a plus de 30 000 ans d'histoire. Oui, vous avez bien lu. Les premiers humains tentaient déjà d'éliminer leur pilosité faciale en utilisant des pierres affûtées, dans le but de paraître différents, de se sentir propres ou simplement d'éviter les parasites. Dans l'Égypte ancienne, se raser était un acte cérémoniel. Les prêtres devaient se raser tout le corps avant d'entrer dans les temples en utilisant des lames de bronze qui aujourd'hui sembleraient primitives. Mais à leur époque, c'était de la technologie de pointe. En Grèce et à Rome, le rageage masculin est devenu symbole de beauté, de discipline et de statut. Les soldats romains se rasaient même avant d'aller à la guerre, car une barbe tirée au milieu du combat pouvait signifier la mort. Pendant des siècles, le rageage fut un rituel exclusif pour ceux qui pouvaient se payer des rasoirs en fer forgé et les affûter manuellement. Et bien que le risque de se couper fût très élevé, les hommes continuaient à le faire, car avoir l'air rasé était symbole de civilisation. Ce n'est qu'au XIXe siècle que sont nés les barbiers modernes, et avec eux le besoin d'un outil plus sûr et accessible, un outil qui ne nécessitait pas des années d'expérience pour être utilisé sans se trancher la gorge. L'obsession du rasage était sur le point d'être révolutionnée, et un homme avec une idée allait tout changer pour toujours. À la fin du XIXe siècle, un vendeur nommé King Kong Gillette avait un problème que presque tous les hommes partageaient. Les rasoirs étaient dangereux, difficiles à utiliser et coûteux à entretenir. Chaque fois qu'il allait chez le barbier ou tentait de se raser seul, il pensait « Pourquoi n'existe-t-il pas une lame bon marché, sûre et jetable que n'importe qui puisse utiliser sans peur ?» Cette simple idée a changé l'histoire. En 1901, Gillette a breveté la première lame de rasoir à double tranchant avec manche réutilisable, une révolution dans les soins personnels. Il n'était plus nécessaire d'affûter ni de risquer une coupure profonde, il suffisait de changer la lame. La proposition fut si bonne qu'elle remplaça rapidement le rasoir traditionnel. Des millions d'hommes ont commencé à se raser à la maison sans dépendre d'un barbier professionnel. De plus, Gillette n'a pas seulement inventé une lame, il a inventé un modèle commercial. Il vendait le manche bon marché et gagnait avec la vente continue de lames. Ce qui a commencé comme un besoin personnel est devenu l'une des industries les plus lucratives de la planète. Et tout grâce à une idée aussi simple que puissante, rendre le rageage plus facile, plus sûr et accessible à tous. Cela peut sembler exagéré, mais une lame de rasoir est l'un des outils les plus tranchants qui existent, en dehors du bloc opératoire. Son tranchant est si fin qu'il peut couper un cheveu humain sans le plier, et si précis que sous microscope il ressemble à une aiguille moléculaire. Pour y arriver, les usines modernes conçoivent des lames en acier inoxydable avec une épaisseur d'à peine 0,1 mm. C'est plus fin qu'un cil, mais suffisamment résistant pour couper les poils faciaux de milliers de personnes par jour. Une donnée impressionnante, l'homme moyen a entre 20 000 et 25 000 poils dans la barbe. Chacun pousse d'environ 12 mm par mois, ce qui signifie que dans toute sa vie, il coupera plus de 200 km de poils faciaux. Et tout cela avec une lame de la taille d'une pièce de monnaie. Pendant des siècles, toutes les lames ne sont pas égales. Les moins chères perdent leur tranchant plus rapidement, tandis que les premiums utilisent des revêtements spéciaux et la technologie laser pour maintenir leur tranchant plus longtemps. C'est ici que l'ingénierie entre en jeu. Faire en sorte que quelque chose d'aussi petit et fin soit en même temps durable, flexible et sûr, c'est un exploit technique que seule l'industrie moderne peut accomplir. Tout commence avec une bande d'acier inoxydable connue sous le nom de feuillard, une lame ultra fine, flexible et courbée d'à peine 1/10 de millimètre d'épaisseur. Cette pièce est la base de toutes les lames de rasoir, et bien qu'elle semble fragile, elle est faite de l'un des matériaux les plus résistants et polyvalents du monde industriel.
La première étape de la ligne de production est de découper la forme de base de chaque lame. Une machine de perforation de très haute précision coupe le feuillard en sections répétées avec des tolérances exactes. Ces sections reçoivent le nom de préforme et à ce stade, l'acier reste mou, aussi malléable qu'une feuille de papier métallique. C'est ici qu'intervient le traitement thermique, un processus fondamental en 4 phases, destiné à transformer le matériau en quelque chose de fonctionnel. D'abord, les préformes sont chauffées à 1100 degrés pendant 30 secondes, élevant l'énergie interne du métal. Ensuite, elles sont refroidies brusquement dans l'eau froide, durcissant la surface. Après, elles sont soumises à une congélation extrême jusqu'à -50 degrés, ce qui réorganise leur structure moléculaire et augmente la rigidité du tranchant. Finalement, elles sont chauffées à nouveau pendant quelques secondes pour réduire leur fragilité sans perdre en dureté. Avec l'acier déjà renforcé, commence le processus d'affûtage. Les lames passent par une machine de meulage équipée de 3 roues abrasives qui affinent les 2 bords. L'affûtage est si précis que même une variation microscopique peut affecter le résultat. Ensuite vient le polissage, où l'on élimine les bavures et imperfections. Les lames sont encore attachées, donc elles sont aussi séparées soigneusement une à une, en utilisant des systèmes automatisés qui évitent les dommages. Ensuite, les lames arrivent à la station de contrôle qualité initiale. Des techniciens hautement qualifiés inspectent des échantillons en utilisant des microscopes et de la lumière fluorescente pour détecter tout défaut dans les tranchants. On mesure l'angle de coupe, la symétrie des bords et la consistance du polissage. Seules les lames parfaites continuent. Ce processus, répété des milliers de fois par jour, combine métallurgie, robotique et contrôle qualité dans une chirurgie de précision industrielle. Une lame de rasoir ne doit pas seulement être affûtée, elle doit aussi être sûre, symétrique et référente. C'est pour cela qu'avant d'arriver entre vos mains, chaque lame passe par plusieurs niveaux de contrôle qualité extrême. D'abord, une équipe technique prélève des échantillons aléatoires des lots en production. Ces échantillons sont analysés avec des microscopes à grossissement industriel qui détectent toute imperfection sur le bord, bavure, irrégularité ou asymétrie dans l'angle de coupe. Ensuite, on utilise des lumières fluorescentes qui illuminent les tranchants. Tout défaut, aussi petit soit-il, brille immédiatement, ce qui permet de rejeter les lames défectueuses sans marge d'erreur. Mais la vérification ne s'arrête pas là. Les lames sont également soumises à des tests mécaniques de performance. Une machine spécialisée fait en sorte que les lames coupent une pile de papier humide. L'objectif n'est pas seulement qu'elles coupent, mais qu'elles coupent avec la force juste, à la profondeur adéquate et sans déchirer. Ensuite, on mesure des données comme la résistance du tranchant, l'usure simulée après plusieurs utilisations et la consistance dans la géométrie du bord. Tout cela fait partie d'un système automatisé, mais aussi révisé par des humains, car bien qu'il y ait une technologie de pointe, il y a des aspects que seul l'œil expert peut détecter. De chaque lot, on fabrique des milliers d'unités, mais seules les lames qui passent tous les tests continuent. Le reste est rejeté sans exception. Une fois tous les tests de qualité surmontés, arrive le moment de transformer la lame en produit fini. C'est ici qu'intervient le revêtement, une étape clé pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. D'abord, les lames sont lavées avec des solvants spéciaux qui éliminent toute particule microscopique, poussière métallique ou résidus du processus précédent. Ensuite, elles sont séchées complètement avant de passer à la chambre à vide. Là, on applique une couche de chrome qui recouvre la surface de la lame. Ce bain métallique augmente sa résistance à l'usure et améliore la durabilité du tranchant. Mais ce n'est pas tout. Après, des buses ultra fines pulvérisent un revêtement lubrifiant sur le tranchant. Ce revêtement est ce qui permet à la lame de glisser doucement sur la peau, réduisant la friction et le risque de coupure. Pour fixer ce revêtement, les lames sont cuites à 350 degrés pendant environ 20 minutes. Ce processus garantit que chaque particule du lubrifiant adhère parfaitement. Finalement, les lames passent à la zone d'emballage individuel. Chaque lame est enveloppée dans du papier ciré protecteur qui évite la corrosion pendant le stockage et assure que le tranchant ne soit pas endommagé. Tout est prêt pour être distribué dans le monde. La prochaine fois que vous vous raserez, arrêtez-vous une seconde. Vous utilisez une lame si tranchante qu'elle pourrait faire partie d'un bistouri, mais si sûre que nous l'utilisons tous les jours sans y penser.
Derrière ce petit tranchant, il y a de la science, de l'histoire, de l'ingénierie de précision et une évolution qui a pris des milliers d'années. Des pierres à la préhistoire, en passant par les lames de bronze, jusqu'au système de fabrication automatisé qui fonctionne avec une technologie de pointe. Chaque lame que vous utilisez a été chauffée, congelée, affûtée, polie, inspectée, chromée et lubrifiée. Tout pour vous donner quelques secondes de confort en commençant la journée. Et bien qu'aujourd'hui nous les tenions pour acquises, les lames de rasoir représentent l'un des meilleurs exemples de la façon dont l'humanité transforme un besoin basique en solution de haute technologie. Si cette vidéo vous a fait voir votre rasoir d'un autre œil, likez et partagez-la avec quelqu'un de curieux comme vous. Et si vous voulez continuer à apprendre comment se fabriquent les objets les plus communs du monde, abonnez-vous à la chaîne Tout s'explique et activez la cloche. Derrière chaque goutte de parfum, il y a un univers invisible que peu connaissent. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a réellement dans ce petit flacon de verre que vous emportez partout avec vous? Comment une simple fleur se transforme-t-elle en un arôme qui éveille des souvenirs, des émotions et même du désir? Aujourd'hui, nous allons révéler ce que vous ne voyez jamais dans les vitrines de luxe. Le voyage fascinant du parfum, de la terre à la peau. Mais ce n'est pas seulement une histoire d'arôme, c'est une histoire d'alchimie moderne, de précision scientifique et de passion humaine qui évolue depuis des siècles. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment se cultivent les ingrédients les plus précieux, comment s'extraient les essences les plus pures et comment elles se mélangent avec une précision presque magique pour créer ce que beaucoup considèrent comme une œuvre d'art liquide. Saviez-vous qu'un parfum peut prendre des années à se développer? Ou que deux personnes peuvent utiliser la même fragrance et sentir complètement différent? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de voir changera la façon dont vous sentez le monde pour toujours. Tout parfum commence bien avant le laboratoire. Il naît dans la terre, dans des champs baignés par le soleil, où la nature déploie ses couleurs et ses arômes les plus intenses. Des fleurs comme la rose de Damas, le jasmin d'Inde ou la lavande française n'embellissent pas seulement les paysages, elles sont la matière première la plus convoitée par les parfumeurs. Chaque pétale, chaque bourgeon garde en son intérieur une microdose d'huile essentielle qui, une fois extraite, devient l'âme d'une fragrance. Mais l'obtenir n'est pas si simple, cela nécessite précision et beaucoup de respect pour le temps. La lavande, par exemple, doit être récoltée lorsqu'elle atteint exactement 70% de floraison. Si elle est coupée avant, elle perd en puissance. Si on tarde, les huiles commencent à s'évaporer. Il en va de même pour les roses. Elles sont récoltées à l'aube, lorsque l'arôme est le plus pur et concentré. Ce travail, dans beaucoup de cas, se fait à la main. Des agriculteurs expérimentés parcourent les champs à l'aube en coupant fleur par fleur avec une délicatesse presque rituelle. Ensuite, ces fleurs sont transportées en quelques heures au centre de traitement. La vitesse est clé. Le parfum n'atteint pas. De la précision de cette étape dépendra tout le reste. Sans ingrédients frais et bien soignés, aucun parfum ne pourrait atteindre cette profondeur qui nous fait fermer les yeux avec une seule inhalation. Une fois que les fleurs arrivent au centre de traitement, commence l'une des étapes les plus délicates de toute la création, l'extraction. C'est ici que la nature révèle son essence la plus pure et concentrée. Il existe différentes techniques pour obtenir les huiles essentielles, et chacune dépend du type de plante, de sa fragilité et du résultat recherché. La méthode la plus traditionnelle est la distillation à la vapeur, utilisée principalement avec des fleurs résistantes comme la lavande. Dans d'énormes chaudières en acier inoxydable, les pétales sont chauffés avec de la vapeur, libérant leurs molécules aromatiques. Celles-ci se condensent et se séparent, laissant une huile dorée flotter sur l'hydrolate, une sorte d'eau parfumée qui est également exploitée. Mais lorsqu'on parle de fleurs plus fragiles comme le jasmin ou la rose, le processus change. Ici, on utilise l'extraction avec solvant. On place les fleurs dans des grands tambours d'acier et on les plonge dans des substances comme l'hexane. Le résultat est une pâte cireuse appelée concrète, qui est ensuite purifiée avec de l'alcool pour donner lieu à l'huile absolue, l'une des matières premières les plus précieuses de toute l'industrie. Saviez-vous qu'il faut plus de 4 tonnes de pétales de rose pour obtenir à peine 1 kg d'essence? Cela explique pourquoi certains parfums coûtent ce qu'ils coûtent. Chaque goutte extraite est le résultat d'un équilibre millimétrique entre science, patience et respect pour la nature. Parce qu'avant qu'existe n'importe quelle fragrance, doit d'abord exister son âme. C'est ici que la science devient art, où les huiles essentielles extraites se transforment en véritables œuvres olfactives grâce au talent de personnes qui littéralement sentent différemment du reste du monde. À ce point arrivent les matières premières les plus fines, la lavande de Provence, la rose bulgare, le jasmin égyptien, la vanille de Madagascar et aussi des ingrédients synthétiques soigneusement sélectionnés. Tout se livre dans un lieu sacré pour la parfumerie, le laboratoire de mélange.
Là travaillent les nez ou parfumeurs, des personnes capables d'identifier et de mémoriser des milliers d'arômes et de les combiner avec une précision mathématique pour obtenir un parfum harmonieux. Un bon parfum n'est pas un simple mélange, c'est une symphonie en 3 niveaux: les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Les notes de tête sont les premières que nous percevons, celles qui capturent votre attention dans les premières secondes. Elles sont fraîches, légères et volatiles comme les agrumes ou la menthe. Les notes de cœur donnent du corps et de la personnalité. Fleurs, épices, fruits, ce sont elles qui définissent l'essence du parfum. Et finalement, il y a les notes de fond, les plus durables: bois, résine, musc. Elles sont chargées de laisser le sillage inoubliable sur la peau. Créer l'équilibre parfait entre ces couches nécessite des années d'expérience. C'est pourquoi, pour devenir parfumeur, il faut une formation de 5 à 10 ans dans des écoles spécialisées comme l'ICIPCA en France. Ce n'est qu'alors qu'on peut accéder au privilège de créer une formule propre. Chaque formule est une recette secrète. Elles sont enregistrées comme si elles étaient des œuvres d'art. Certaines sont conservées sous clé et seules quelques personnes au monde connaissent leur contenu exact. Et bien que la formule se répète, chaque parfum réagira différemment selon la peau, le climat et même l'état d'esprit de celui qui l'utilise. C'est une signature invisible, intime et unique. Ainsi se compose un parfum avec mémoire, émotion et beaucoup de précision. Si jusqu'à présent le monde caché du parfum vous semble fascinant, imaginez ce qu'il reste encore à découvrir. Abonnez-vous à la chaîne Tout s'explique, activez la cloche et laissez-nous votre like. C'est gratuit, rapide et cela nous aide à continuer de créer des contenus aussi uniques que les fragrances que vous découvrez aujourd'hui. Une fois que la formule est prête, le parfum n'est pas encore terminé. Il manque une étape essentielle, la macération. C'est ici que le temps devient le meilleur allié de l'arôme. Le concentré d'huiles essentielles doit être mélangé avec une combinaison spécifique d'alcool et d'eau distillée. Cette base ne dilue pas seulement les essences, elle leur permet de se déployer, de s'ouvrir, d'évoluer. C'est comme laisser reposer un bon vin. Les composants ont besoin de temps pour s'intégrer, s'harmoniser et atteindre leur expression maximale. Ce processus peut durer de quelques semaines à plusieurs mois selon la complexité de la fragrance. Certaines maisons de luxe laissent reposer leur parfum pendant plus d'1 an. Pendant ce temps, les parfumeurs surveillent soigneusement l'odeur, la stabilité et la couleur du mélange. Une fois que le parfum a mûri, arrive le moment de le purifier. Le mélange est refroidi à des températures proches de 0 degré, provoquant la précipitation de certaines particules solides ou impuretés. Ensuite, il est filtré à travers de fines membranes pour assurer que le liquide reste propre, cristallin et parfait. Cette filtration n'améliore pas seulement l'aspect visuel, elle garantit que le parfum ait une texture soyeuse et uniforme. En l'appliquant sur la peau, rien n'est laissé au hasard. Le parfum, à ce stade, a trouvé son caractère. Ce n'est plus seulement une combinaison d'ingrédients, mais une personnalité définie, prête à être embouteillée et à conquérir les sens. Après des mois de travail, d'essais et de maturation, arrive le moment le plus attendu: embouteiller la fragrance. Cette étape n'est pas seulement technique, elle est aussi symbolique. Ici, l'essence qui est née dans le champ et a mûri dans le laboratoire trouve son récipient final. Chaque flacon est conçu non seulement pour contenir le parfum, mais pour représenter visuellement son caractère: élégant, sauvage, mystérieux, classique. Le design importe autant que l'arôme. Dans les usines, l'embouteillage se réalise sous des conditions d'hygiène strictes. Des machines de remplissage isobarique qui préservent l'intégrité du parfum en évitant l'évaporation placent avec précision chaque millilitre à l'intérieur du flacon. Ensuite, les bouteilles sont scellées hermétiquement avec des bouchons métalliques ou des atomiseurs et étiquetées avec des détails millimétriques. Chaque lot est inspecté pour garantir qu'il n'y ait pas de variation de couleur, densité ou niveau de remplissage. Les marques de luxe incluent même une inspection visuelle manuelle pour assurer que chaque flacon ait un aspect impeccable. Finalement, le parfum est placé dans sa boîte, un emballage pensé pour protéger, mais aussi pour séduire le consommateur dès le premier regard.
Parce que dans le monde du parfum, l'arôme entre par le nez, mais l'expérience commence avec les yeux. Le parfum n'est pas seulement un luxe, c'est un besoin profondément humain. Depuis l'Antiquité, les civilisations ont utilisé des arômes pour se connecter au divin, pour se protéger, pour séduire et pour exprimer qui elles sont sans avoir besoin de parler. En Égypte, on utilisait des fragrances pour embaumer les pharaons. À Rome, les bains publics incluaient des essences dans l'eau. Et actuellement, un bon parfum peut changer notre état d'esprit ou laisser une impression durable. Au-delà de l'arôme, le parfum est identité, sécurité, souvenir. C'est cette sensation de nous sentir plus nous-mêmes, plus attirants, plus vivants. C'est pourquoi nous continuons à l'utiliser génération après génération. Chaque flacon de parfum est bien plus qu'une fragrance. C'est le résultat d'un voyage incroyable qui commence dans les champs et se termine sur notre peau. Un voyage de fleurs, de formules secrètes, de patience et de passion. La prochaine fois que vous appliquerez votre parfum préféré, souvenez-vous, vous utilisez des siècles d'histoire distillées en quelques gouttes. Si vous avez apprécié ce parcours à travers le monde du parfum, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne Tout s'explique. Il y a beaucoup plus d'histoires invisibles qui attendent d'être racontées. Et celle-ci n'était que la première inhalation.